Mes chers collègues, donc nous recevons Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, au sujet de la fin de vie. Chut, 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 chut. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat et qui sera ensuite disponible en vidéo à la demande. Cette audition s'inscrit dans le cadre des travaux que nous menons sur la question de la fin de vie. Travaux menés par nos rapporteurs, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Imbert et Michel Meunier, ou en plénière avec une table ronde sur les enjeux philosophiques, une autre sur les enjeux juridiques, ainsi qu'une audition conjointe des sociétés savantes. Par ailleurs, nous entendrons demain matin la présidente du comité de gouvernance et quatre membres de la Convention citoyenne. Madame la ministre, nous savons que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet qui concerne chacun d'entre nous. Nous attendons de vous un éclairage sur les intentions du gouvernement en matière d'évolution du droit et en matière de mise à disposition réelle des soins palliatifs pour nos concitoyens. Nous souhaitons également que vous nous précisiez quel calendrier envisagé par le gouvernement pour l'examen d'un projet de loi, le cas échéant. Je vous propose donc de commencer cette audition commune par un propos liminaire et ensuite nous procéderons à un échange à partir des questions de nos rapporteurs et des autres commissaires. Madame la ministre, je vous laisse la parole. Madame la présidente, chère Catherine Deroche, mesdames les rapporteurs, mesdames Imbert, Bonfanti et Meunier, mesdames et messieurs les commissaires aux affaires sociales, permettez-moi, madame la présidente, en préambule, de vous remercier pour cette invitation. Je sais la qualité des travaux que vous menez au sein de cette commission des affaires sociales. J'ai suivi avec attention les travaux de la mission de prospective que vous avez lancée et me tiens à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur ce sujet essentiel de la fin de vie. Comme vous le savez, le président de la République a souhaité le 13 septembre dernier ouvrir un débat national sur la fin de vie dans le prolongement de la remise de l'avis 139 du Comité national consultatif d'éthique du CCNE. Cette première étape s'est conclue par la remise du rapport produit par les 184 citoyens réunis pendant 4 mois dans le cadre de la Convention citoyenne sur la fin de vie, et le président de la République a, le 3 avril, fixé les directions vers lesquelles il souhaitait que nous avancions collectivement. Le travail que nous venons d'engager dans cette deuxième phase repose sur 2 piliers. Il s'agit d'abord de l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie décennale de soins palliatifs avec 3 volets: les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur, l'accompagnement de la fin de vie. Tout ceci pour le terme de l'année 2023, c'est-à-dire fin décembre. Le président de la République a également annoncé l'élaboration d'un projet de loi d'ici la fin de l'été, sur laquelle je reviendrai. Il me paraît utile de rappeler brièvement les travaux que le gouvernement a menés simultanément à ceux de la Convention citoyenne pendant la première phase du débat national sur la fin de vie. C'est ainsi une action qui a conjugué les travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie, la mission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui s'est inscrite dans le prolongement des travaux d'information sur l'état des lieux des soins palliatifs réalisés par votre commission en septembre 2021. Ce sont également des travaux d'évaluation de la politique de développement des soins palliatifs par la Cour des comptes, dont la remise du rapport est prévue pour la fin juin 2023. J'ai souhaité articuler nos travaux autour de 3 volets suivants pour une mise en perspective des enjeux identifiés autour de la fin de vie dans notre pays. Sur la liberté de choisir sa fin de vie, quelle réponse apporter à la question posée par le CCNE dans son avis 139 de septembre 2022? Un état des lieux et des modalités de développement des soins palliatifs, avec les enjeux d'égalité d'accès, de formation des professionnels de santé, d'information de nos concitoyens, comme les directives anticipées, pour ne citer que cela. Le sujet essentiel de l'accompagnement de la fin de vie et du deuil, avec notamment la place et le rôle des aidants. Nous avons tous en mémoire des situations personnelles dramatiques durant la crise Covid. Nous menons un travail en ce sens. Je souhaiterais d'abord vous présenter la méthode qui a été la mienne depuis le mois d'octobre dernier, avant de revenir sur les premiers enseignements qu'il est possible d'en tirer et d'esquisser quelques pistes pour la suite. Le gouvernement a souhaité engager les travaux en cours de concertation en nous appuyant sur les travaux d'évaluation rendus par différentes instances. Sans prétendre à l'exhaustivité, je pense au rapport IGAS sur la mort à l'hôpital de 2009, sur le registre national des directives anticipées de 2015, sur les soins palliatifs et la fin de vie à domicile en 2017. Il s'agit aussi des travaux d'évaluation parlementaire de la loi du 2 février 2016. Les travaux d'évaluation du plan 2015-2017 sur les soins palliatifs et d'accompagnement de la fin de vie. L'évaluation des dispositifs spécialisés de prise en charge des maladies neurodégénératives en 2022.
ou aussi le rapport sur les aidants et les solutions de répit de 2023, mais aussi sur les avis du CCNE 2018 et 2022. J'ai souhaité en parallèle une accélération du déploiement de mesures du 5e plan de développement des soins palliatifs et particulièrement la rénovation de la circulaire du 25 mars 2008 relative à l'organisation des soins palliatifs, avec en corollaire un ajustement des moyens alloués aux soins palliatifs pédiatriques. La publication de la nouvelle instruction est imminente. Je crois que ça devrait être dans les jours prochains. J'ai mené dans le cadre de cette première étape de réflexion sur la fin de très nombreuses auditions et visites. Plus de 80 entretiens avec les principales parties prenantes à Paris et sur le terrain. Des visites en Hexagone et en Outre-mer. Une quinzaine d'établissements ou structures intervenant à domicile. Établissements de santé, des établissements médico-sociaux. Des échanges avec près de 150 personnes. Professionnels de santé, élus, autorités religieuses, obédience maçonnique, responsables associatifs, personnalités des arts et des lettres. Des déplacements d'études pour échanger avec les autorités experts internationaux de pays ayant légalisé l'aide active à mourir, plus ou moins récemment, ou ayant interrompu le processus. Je suis allée, comme certains le savent déjà, en Suisse, en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne et en Oregon. J'ai souhaité également l'installation et l'animation de 2 groupes de travail, un groupe contact parlementaire, certains d'entre vous ici y ont participé, transpartisan et bicaméral, et un groupe professionnel de santé. Les membres de ces 2 groupes ont été réunis de manière spécifique pour une sensibilisation et une appropriation des travaux menés, mais aussi associés à l'occasion d'ateliers thématiques pour réfléchir à des propositions conjointes sur l'anticipation et la culture palliative, l'accompagnement du deuil et des aidants, les réflexions éthiques et les dispositifs d'aide active à mourir. J'ai souhaité également saisir France Asso Santé pour recueillir les avis des structures concernées, avis qui doivent m'être remis très prochainement. Nous avons réalisé une saisine de la Conférence nationale de santé pour mesurer les conditions favorisant la relation partenariale entre usagers et professionnels du système de santé. J'ai souhaité également connaître leurs recommandations sur les conditions nécessaires à l'engagement dans la durée des instances de démocratie en santé nationale et territoriale, CNS, CRSA, CTS, dans le suivi des politiques de santé dans le domaine de la fin de vie. En parallèle, une mission a été confiée à un groupe d'initiés aux questions de fin de vie, écrivains, sociologues, professionnels de santé, juristes, réunis autour d'Éric Orsena afin de travailler sur le champ lexical de la fin de vie, d'en questionner le sens pour nos concitoyens et les usages par les Français, chargé de rédiger un lexique exploratoire à destination d'un large public dont les contributions finales me seront adressées d'ici la fin juillet. J'en viens aux premiers enseignements qu'il nous est possible de retirer de ces travaux de réflexion et d'évaluation. Les travaux d'évaluation de la loi Claes-Leonetti, et notamment ceux de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, ont souligné des difficultés persistantes de mise en œuvre de différentes mesures. Si cette loi a sans conteste permis d'impulser une nouvelle dynamique à la prise en charge de la fin de vie et à la diffusion de la culture palliative en France, avec par exemple des mesures permettant une meilleure prise en charge de la souffrance, et en clarifiant l'usage de la sédation profonde et continue jusqu'au décès en phase terminale, nous constatons néanmoins la nécessité de renforcer les étapes et le caractère collégial du processus décisionnel conduisant à l'arrêt des traitements, une mauvaise appréciation de l'impact de l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation, une insuffisance de formation des différentes sédations, des populations mal identifiées, les mineurs, certains cancers. Les questions liées à la fin de vie sont parmi les plus complexes auxquelles les professionnels de santé et le législateur sont confrontés dans le domaine de la santé. La loi du 2 février 2016 a constitué une avancée très importante par rapport à la loi de 2005 et permet de répondre à l'immense majorité des situations de fin de vie. Beaucoup de chemin reste néanmoins à parcourir pour résorber le décalage entre la loi et la pratique. Quelle que soit la législation et le souci d'assurer sa mise en œuvre rigoureuse sur le terrain, il n'y a pas de bonne mort, de mort zéro défaut, ni de bonne solution à la mort. Il faut garder à l'esprit le caractère profondément singulier, douloureux et complexe de chaque situation de fin de vie. Cependant, tel que le soulignait le Conseil consultatif national d'éthique en 2018, les questions éthiques ne seront jamais résolues par la loi. Il existe une voie pour une consultation éthique d'une aide active à mourir, à certaines conditions strictes avec lesquelles il est inacceptable de transiger. Dans son avis 139 rendu le 13 septembre 2022, le CCNE trace un nouvel équilibre entre autonomie et solidarité pour modifier le cadre actuel de la fin de vie en France. Les travaux réalisés par la Convention citoyenne fin de vie ont permis de souligner l'évolution de la société française à cet égard.
Ces 184 conventionnels ont incarné par leur représentativité la société française avec la recherche permanente d'une expression légitime. Ils ont réalisé un véritable exercice de démocratie participative. Ils ont respecté les avis différents, voire divergents qui s'exprimaient. Une des membres de cette convention disait hier « Merci aux 75% défavorables de nous avoir laissé 50% du temps de parole et 50% du contenu du rapport. » Je trouve cela positif et cela indique aussi à quel point, sur un sujet de société tel que celui-ci, qui nous concerne tous, la réflexion et l'intelligence collective peuvent aboutir à des propositions consensuelles. Les travaux de la Convention citoyenne ont confirmé l'orientation favorable de la société française à la mise en place d'une aide active à mourir. Ainsi, la profondeur de l'orientation de la société française vers une évolution de la loi visant à élargir les droits des malades sur leur fin de vie s'est-il confirmé au-delà de la perception du législateur, qui en avait toutefois soutenu l'expression via différentes propositions de loi, 5 initiées ces dernières années entre 2017 et 2023. J'en viens à la deuxième phase des travaux lancés par le chef de l'État le 3 avril dernier. Les conclusions des travaux de la Convention citoyenne constituent un support important pour définir les contours du futur modèle d'aide active à mourir. Le chef de l'État a identifié certaines limites, soulignant notamment la stricte ouverture de l'aide active à mourir aux personnes majeures dont le pronostic vital serait engagé à moyen terme, disposant de leur plein discernement. Nous disposons d'un important matériel pour travailler. Beaucoup de productions ont été livrées ces derniers mois qui appuient ces travaux et les vôtres viendront les compléter. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre une ouverture d'un nouveau droit pour les Français et les préoccupations légitimes des professionnels. Vous le savez, il ressort de mes différents déplacements à l'étranger qu'aucun modèle n'est duplicable in extenso dans notre pays. Aussi, il semble indispensable pour construire ce modèle français de la fin de vie d'avancer avec les soignants et l'ensemble des professionnels de santé et du médico-social qui sont au cœur de l'accompagnement des personnes en fin de vie, particulièrement lorsqu'elles souffrent des conséquences d'une maladie incurable. Car la bienveillance est d'abord dans la préservation de l'humain jusque la mort. Elle débute bien en amont et repose sur celles et ceux qui sont autour de la personne qui veut mourir, professionnels et proches. Le modèle français de la fin de vie devra ainsi reposer sur au moins 3 volets sur lesquels nous avons initié les travaux. Le développement des soins palliatifs dans le cadre d'un plan décennal en identifiant les mesures qui relèvent du législatif, l'ouverture d'un nouveau droit vers une aide active à mourir sous conditions et une attention renforcée à la protection des personnes et aux droits des patients. La loi devra évidemment cadrer les choses, identifier les critères d'entrée dans le parcours, poser des conditions très précises et principes à respecter tels qu'indiqués par le président de la République le 3 avril. À cet égard, l'analyse des dispositifs mis en place dans les pays étrangers, critères d'éligibilité, encadrement et traçabilité tout au long de la procédure, réalisée par le gouvernement pendant la phase de concertation, a permis d'identifier les glissements potentiels et les conditions pour les prévenir. Comme l'ont indiqué le chef de l'État et la Première ministre, ce projet de loi, nous le co-construirons avec les parlementaires en mobilisant la connaissance et l'expérience des soignants. Concernant le plan décennal sur lequel le gouvernement souhaite avancer en parallèle des travaux d'élaboration du futur projet de loi, j'ai installé jeudi dernier l'instance de réflexion stratégique dont les experts et personnes qualifiées ont, sous la houlette du professeur Franck Chauvin et le concours de l'Inspection générale des affaires sociales, engagé les travaux visant à élaborer différents scénarios pour que nous soyons en mesure d'apporter des réponses concrètes à nos concitoyens dont la fin de vie constitue un moment de grande fragilité et d'apporter un soutien à leurs proches aidants, y compris autour du deuil. Ce plan concernera également la prise en charge de la douleur, sans considération à l'âge et donc avec une attention aux mineurs aussi. Tout le monde, conventionnels, soignants, parlementaires, institutions, s'accordent sur le nécessaire renforcement des soins palliatifs, y compris à domicile, le développement de l'anticipation et de la culture palliative et de l'accompagnement du deuil. Le rapport de la mission d'évaluation par la Commission des affaires sociales de la loi du 2 février 2016 souligne qu'il faut poursuivre et accélérer la mise en place des mesures prévues, et en particulier s'agissant de la formation des professionnels à la prise en charge de la douleur, à l'écoute du patient et au respect des volontés en termes d'arrêt des thérapeutiques. Il reste beaucoup à faire pour que les nouveaux droits qui avaient été apportés par cette loi soient mieux et plus largement appliqués. C'est pourquoi il nous faut travailler à promouvoir une approche transversale et ouverte des soins palliatifs pour favoriser l'appropriation par chacun de cette prise en charge spécifique. Pour assurer une intégration palliative dans notre pays, c'est ce que j'ai souhaité engager avec la rénovation de la circulaire organisant l'offre de soins qui datait de 2008. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, cette nouvelle instruction sera bientôt publiée. Elle insiste sur la structuration de la filière palliative et pose la première brique du plan décennal soins palliatifs, prise en charge de la douleur, annoncé par le président de la République.
Il est désormais urgent de réviser le logiciel de la politique des soins palliatifs, d'en rénover le pilotage, le portage en assurant les décloisonnements indispensables à une trajectoire d'intégration palliative à l'accompagnement de la fin de vie. Le rapport de la Cour des comptes sur la politique nationale de soins palliatifs nous sera remis très prochainement. Je suis certaine que les analyses et recommandations qui y seront présentées nous seront très utiles. Les travaux engagés dans cette deuxième phase sont essentiels, car la fin de vie, la mort, nous concerne tous. Elle ne doit pas rester un sujet tabou, mais bien au contraire, retrouver place dans notre parcours de vie. L'accompagnement des plus fragiles doit tenir compte de toutes les évolutions et de celles qu'elles génèrent parfois des situations auxquelles, en effet, notre droit doit pouvoir répondre. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr répondrai à vos questions. Très bien. Merci Madame la Ministre. Qui commence? Dans les rapporteurs, vous y allez? Michel? Et oui, je veux bien. J'ai un impératif après, pour la Commission des Affaires sociales dans la foulée, donc merci. Merci. Donc, Madame la Ministre, oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de concertation. Vous avez développé tout ce que vous avez mis en place au départ avec votre collègue Olivier Véran, qui apparemment s'est arrêté de s'intéresser au sujet. Enfin, vous allez nous dire. Et puis, j'ai vu aussi que c'était vous qui étiez donc la responsabilisée sur ce texte, puisque votre collègue, le ministre de la Santé, avait, je pense, quelques réserves ou réticences. Dans les 3 volets que vous abordez, donc les soins palliatifs, la protection des soignants, je pense qu'il y aura largement consensus là-dessus, restera donc l'aide active à mourir. Au Sénat, c'est un peu la même chose, puisque j'étais rapporteur d'une proposition de loi de ma collègue du groupe socialiste, écologiste et républicain, qui n'avait pas eu l'avis favorable du Sénat, bloquant surtout, parce que c'était l'article 1er, sur l'aide active à mourir, mais on disait assistance au suicide et euthanasie. Donc je comprends l'importance des mots, des vocables, la terminologie, enfin vous l'avez dit, et le travail engagé par Éric Orsena. Mais au-delà des mots, moi j'aimerais savoir jusqu'où ce texte pourra être envisagé. Enfin, est-ce que vous êtes là-dessus engagé? Est-ce que le président de la République a été plus précis que cela dans sa demande? Merci. Oui, il vaut mieux répondre à Michel. Sur la volonté du président de la République, lorsque le président de la République dit il faut un projet de loi sur l'aide active à mourir, c'est bien la volonté d'introduire ce nouveau droit dans la loi. Puisque, je vous l'ai dit, les travaux de co-construction vont démarrer la semaine prochaine, à la fois à l'écoute des soignants, à la fois avec les parlementaires. Je ne vais pas préjuger de ce vers quoi nous irons pour la, j'allais dire, technique, même si je n'aime pas trop ce terme, de la mise en place de l'aide active à mourir. S'agira-t-il de l'euthanasie? S'agira-t-il du suicide assisté? C'est les travaux que nous menons. Voilà, le principe, c'est bien que la loi va ouvrir ce nouveau droit. Le travail de co-construction nous amènera à choisir le chemin pour y arriver. Mais la volonté du président de la République sur le projet de loi qui devra être présenté avant la fin de l'été, donc avant le 21 septembre, c'est bien d'ouvrir ce nouveau droit sous certains critères d'éligibilité. Pour le coup, là, ça a été très clair. Pas les mineurs, pronostic vital engagé à moyen terme et discernement. Les travaux que nous devons mener est de savoir vers quelle modalité nous nous orientons. Voilà. Mais c'est bien l'ouverture du nouveau droit et de ce nouveau droit sur une aide active à mourir qui a été exprimée par le président de la République. Christine. Oui, Anne, en donnant la possibilité d'une nouvelle loi et de dépénaliser l'euthanasie, ne craignez-vous pas la difficulté de maîtriser les conséquences d'une telle ouverture? Puisque si on regarde des exemples étrangers, il n'est pas rare de constater soit un élargissement tôt ou tard des critères, soit une augmentation du nombre de suicides, alors que finalement on s'attendait plutôt à les faire baisser. Et puis, comme nous l'avons constaté dans divers pays, quelques dérives qui sont souvent difficiles à contrôler, comme au Canada par exemple.
je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous avons vraiment souhaité aller à l'étranger justement pour voir dans les pays qui avaient légiféré depuis longtemps, comme la Belgique, qui a légiféré depuis 20 ans, en Espagne, qui a fait le même choix que la Belgique, qui a fait le choix de l'euthanasie, qui a légiféré depuis 3 ans, quels étaient j'allais dire, à la fois le nombre de personnes qui avaient accès à l'euthanasie en Belgique, pourquoi en Espagne, après l'application de la loi, il y avait eu si peu de cas. C'était l'objet de nos déplacements. Sur l'élargissement des critères, très peu de pays ont augmenté leurs critères. La Belgique a légiféré 10 ans après sur l'ouverture aux mineurs. 10 ans après. Ça a fait quelques remous puisqu'il y a des critères. J'ai aussi en Belgique écouté, et c'était important de pouvoir écouter aussi les professionnels qui souhaitaient à la base que la loi n'évolue pas et qui nous ont mis en garde contre certains glissements. Donc on a aussi entendu ces professionnels pendant un très long moment. Je suis allée aussi en Oregon voir comment fonctionnait le modèle oregonais, pour comprendre comment eux, il y a 25 ans, avaient légiféré, pourquoi ils avaient fait ce choix de suicide assisté il y a 25 ans et pourquoi pas un autre. Et aussi écouter et parler avec les législateurs américains de savoir les questions qu'ils se posent pour faire évoluer la loi. Ils sont en train de se poser la question du moyen terme, par exemple. C'est quelque chose sur lequel ils sont en train de réfléchir. On voit bien que voilà, les questions se posent dans certains pays. Après, l'idée aussi d'être allé voir ailleurs, c'est de pouvoir collecter tous les critères d'éligibilité et en fonction des glissements qui nous ont été, j'allais dire, rapportés dans certains pays, de pouvoir éviter ces glissements au fur et à mesure du temps. C'était bien là le sens de ces visites et elles ont été d'ailleurs très instructives à cet égard. Parce que même parfois nos questions ont interrogé même les pays dans lesquels on a posé ces questions. Je prends la question du modèle oregonais, j'ai demandé le devenir du petit flacon, par exemple. C'est peut-être le prisme du pharmacien qui veut gérer. Corinne, tu vois Corinne. Bah voilà. Et ils ont été très surpris par ma question. Moi, j'ai été surprise qu'ils soient surpris, mais ils ont été très surpris par ma question. Oui, c'est vrai et en fait, demande ce qui est devenu le flacon. Mais en fait, mais en fait, la problématique, c'est que pour eux, et on voit bien quand je dis que aucun modèle n'est duplicable in extenso, c'est parce qu'on n'a pas la même culture. Et pour eux, ça pose pas de question. Ils ont des armes chez eux. Donc la question du flacon, pour eux, ne se pose pas. Non, mais c'est quand même assez. Ça a été. Non, mais donc on voit bien que culturellement, on n'a pas les mêmes questions. On n'a pas les mêmes interrogations. Et donc, c'était intéressant. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Effectivement, c'était une question pour sortir un petit peu des questions qui vous ont été soumises. Pourquoi aucun modèle n'est duplicable dans notre pays? Alors, on vient d'évoquer l'Oregon, mais pourquoi les autres modèles ne sont pas duplicables en France? Juste pour... essayer de comprendre et surtout de voir peut-être certaines contradictions dans la réflexion qui nous est soumise. Vous nous avez dit, la loi de 2016, c'est une avancée très importante. Tout le monde reconnaît qu'elle n'est pas assez connue, pas assez enseignée, pas assez appliquée. Et donc, il y a un décalage, et vous l'avez dit, entre la loi et la pratique. Et pour autant, nous réfléchissons à légiférer à nouveau. Pourquoi ne pas se dire, eh bien, la loi, c'est une avancée importante, on la salue à nouveau, et pourquoi ne pas se dire comment on va faire qu'elle soit mieux appliquée? C'est une question. Je reprends vos propos, les questions éthiques ne seront jamais résolues par la loi. Et derrière le bien mourir, je ne sais pas si on peut bien mourir, mais enfin bon, sur mourir dans la dignité, pour reprendre une expression qui est souvent employée, comment la loi va améliorer les choses? Est-ce que la loi va pouvoir améliorer les choses? Je ne sais pas comment ça pourra être senti ensuite. Et puis, peut-être, parce que vous avez beaucoup parlé, je vous en remercie, des soins palliatifs, qu'est-ce qui a avancé depuis 18 mois, depuis l'annonce du 5e plan consacré aux soins palliatifs? Voilà. Est-ce qu'il y a eu des avancées et qu'est-ce que le texte ne fera pas? Et est-ce que, avec les débats parlementaires,
vous craignez peut-être que certaines choses vous échappent dans la loi, ou pas. Je vous remercie. Alors d'abord, je vais répondre à la dernière question. C'est le principe du débat parlementaire. Moi, je ne crains pas que des choses échappent ou pas. Ça s'appelle la démocratie et que chacun doit pouvoir exprimer ses idées sur un sujet aussi difficile que celui-là, qui est un vrai sujet de société, qui est pour le coup un sujet complètement transpartisan. Je pense que nous avons aussi, collectivement, l'opportunité de montrer à nos concitoyens que sur ces sujets de société, nous sommes capables de débattre en nous écoutant et en nous respectant. Je dois dire que les 6 à 8 mois de travaux que je viens de faire sur ce sujet montrent à quel point, d'abord, la Convention citoyenne a ouvert la voie. Les débats que j'ai pu faire en circonscription, dans vos circonscriptions, franchement, j'en ai fait beaucoup. J'en ai même fait un dans une église, à l'invitation d'un évêque. Et ben, je peux vous assurer que montre à quel point nos concitoyens, ils ont envie de parler de ce sujet. Et c'est plutôt assez surprenant parce qu'en fait, ils ne posent pas de questions. Ils font des témoignages qui engendrent un contre-témoignage, et la conversation se fait comme ça. Mais ils ont très envie d'en parler, nos concitoyens. Vraiment. Et ils ne sont pas d'accord. Mais ils s'écoutent. Et c'est assez surprenant. Donc moi, je ne suis pas inquiète sur... voilà, l'idée, c'est d'apporter un texte. C'est un projet de loi. C'est le gouvernement qui présentera le texte. On le construira avec les lignes fixées par le gouvernement, mais on le construira avec les parlementaires. Et après, le texte vivra son parcours parlementaire. Donc moi, pour là-dessus, je n'ai pas de problème. Et je trouve l'idée intéressante, puisqu'on a commencé à travailler ensemble, de continuer à construire ensemble. Après, sur les trois avis. Pourquoi la loi Claes-Leonetti ne suffirait pas? D'ailleurs, c'est l'avis du CCNE qui le dit. C'est pour ça que le président de la République, il a souhaité engager les débats. C'est le CCNE, dans l'avis du CCNE, M. Claes était partisan de ce nouvel avis qui dit que la loi Claes-Leonetti ne répond pas à toutes les situations. Et là, on sort du très court terme auquel la loi Claes-Leonetti peut répondre. Elle ne répond pas parce que mal appliquée, parce que pas connue, parce que mal appliquée. Mais là, on est plutôt sur le moyen terme. Et la loi Claes-Leonetti ne peut pas répondre au moyen terme. Ça, c'est une autre question. Là, on est sur la loi, c'est l'ouverture d'un nouveau droit. Elle ne retire rien à personne. Elle ouvre un nouveau droit dont il nous faut définir les modalités. La loi Claes-Leonetti ne pourra jamais répondre à la maladie de Charcot, par exemple, qui est celle sur laquelle on voit bien les questions se posent. Les questions se posent. Je cite volontairement et à dessein la maladie de Charcot. Je le fais exprès. Voilà. Voilà. Et la troisième question, le troisième axe de votre question, c'était sur les soins palliatifs. La volonté du président de la République a été très claire dès le 13 septembre. C'est il nous faut aussi, de façon parallèle, tirer les conséquences de ce pourquoi, après chaque plan quinquennal, on se posait toujours les mêmes questions. Pourquoi encore 20 départements à l'heure actuelle en France n'ont pas d'unité de soins palliatifs? Pourquoi? Et donc, nous avons fait le choix de nous calquer sur le modèle de l'INCa, c'est-à-dire partir sur une stratégie à long terme pour se dire posons-nous les bases et donnons-nous des perspectives de travail un peu différentes, mais à long terme. Nous pensons que c'est par ce moyen que nous allons pouvoir réussir à apporter des réponses. Moi, avant de passer la parole au commissaire, j'avais une question. Ce serait une procédure accélérée? Alors là, vous me posez une question là à l'heure actuelle, ou alors on n'a pas commencé à écrire le projet de loi. Je ne crois pas que sur ce sujet-là, il y ait de procédure accélérée possible. Ouais. Non, mais c'est très bien, parce que sur les lois de bioéthique, c'était comme ça. Mais je souhaite, je souhaite qu'il faut que ce soit en effet un temps de réflexion très, très long. Non, mais j'ai volontairement tout à l'heure rappelé tous les travaux qui avaient déjà été faits. Voilà, moi je ne vais pas préjuger de ce que décidera accessoirement l'Assemblée nationale, ni le Sénat. Chacun ses responsabilités. Mais enfin, on peut aussi se dire que ces travaux nécessitent du temps, de la réflexion, mais des échanges. Mais je dois aussi pouvoir dire qu'on ne part pas de nulle part, qu'il y a déjà eu beaucoup de travaux, qu'il y a déjà eu beaucoup d'échanges. Mais il faudra prendre le temps, et on prendra le temps. Je ne préjugerai pas de ce que décideront les présidents des deux chambres. C'est certainement pas le rôle du gouvernement. Laurence Cohen.
Ensuite, Daniel Chassaing, Laurent Burgoa, Alain Milon, Véronique Guillotin. On va prendre toutes les questions. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Effectivement, vous avez mené des travaux de concertation et moi je m'en réjouis. C'est une question, on l'a déjà dit ici, qui interroge l'intime et qui transcende effectivement tous les partis politiques. Et puis, on évolue aussi au gré des échanges et des rencontres qu'on peut avoir. Donc, j'entends les trois volets. Je trouve que c'est important, que c'est intéressant. Et bien souvent, enfin, je rejoins un peu ce que mes collègues ont dit, c'est-à-dire on a tendance à opposer un peu les choses. C'est-à-dire que la loi Claes-Leonetti est une loi importante, mais elle est très peu connue. Elle est très peu appliquée. Mais on ne peut pas seulement faire ce constat pour ne pas essayer d'aller plus loin. Mais moi, j'aimerais savoir quand même quelles mesures vous comptez parallèlement ou en même temps, en même temps en plus, en même temps mettre en place pour que cette loi soit mieux connue, mieux appliquée. De même, je trouve qu'on ne peut pas déconnecter des soins palliatifs. Or, on peut, à partir du moment où on parle des soins palliatifs, il est question de moyens humains, de moyens financiers. Et malgré les 5 plans qui ont été mis quand même en œuvre, ce qui n'est pas rien, 5 plans, ça veut dire un travail, une réflexion, etc., on voit bien que l'argent qui a été débloqué, qui est autour de 170 millions d'euros, est largement insuffisant et entraîne en fait des inégalités très importantes par rapport à l'accès à ces soins. Donc, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour mener, je dirais, parce qu'il faut qu'on soit bien sur nos deux pieds, quoi, à la fois sur les soins palliatifs et à la fois pour cet accompagnement, cette ouverture d'un nouveau droit. Et de fait, mon autre question, c'est de dire comment vous envisagez de faire en sorte que la culture des soins palliatifs soit mieux prise en compte au niveau de la formation et notamment de la formation universitaire, parce que je pense que c'est aussi là que ça fait défaut. Je vous remercie. Daniel Chassaing. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Et comme ça vient d'être dit, on voit que vous avez beaucoup travaillé d'auditions et de visites. Vous avez indiqué que la majorité, l'immense majorité des prises en charge de fin de vie étaient satisfaisantes et qu'il faille développer effectivement les soins palliatifs et la formation de la douleur, ça sûrement. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que ce projet de renforcer les soins palliatifs, est-ce que c'est pas quelque chose effectivement qui pourrait donner satisfaction par rapport à la loi Leonetti Claes qui donne complètement satisfaction. Vous avez dit également que ça s'adressait à des morts à moyen terme. Mort à moyen terme, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, si vous voulez. Disposant de discernement, vous savez, en EHPAD, quand on voit les gens à moyen terme, ça veut dire 1 an, 2 ans, voilà. Donc ça veut absolument rien dire. Je voudrais rappeler que le professeur Theo Boer, qui a été professeur d'éthique, qui est professeur d'éthique aux Pays-Bas, indique qu'en 2002, il y avait 1800 personnes où on pratiquait l'euthanasie et le suicide. Donc c'était 90% des malades qui étaient en phase terminale de cancer. Et actuellement, il estime qu'on est à 7600, c'est-à-dire 4 fois plus. Et donc, si vous voulez, on a multiplié par 4 et comme ça a été dit aussi tout à l'heure, eh ben, il y a une dérive et que même si on veut essayer de faire le maximum pour que ça ne dérive pas, finalement, il dit ça dérive. Et si on avait eu les soins palliatifs en 2002, eh bien, il n'y aurait jamais eu le vote pour l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc, je voudrais rappeler aussi que le nombre de malades qui demandent la mort
quand ils sont vraiment malades, ils demandent à guérir, ils ne demandent pas la mort. Enfin, on en a très rarement vu qui demandent la mort, ils demandent à guérir. Et les personnes qui travaillent aussi dans les soins palliatifs ou en EHPAD, 80% d'entre eux ne souhaiteraient plus travailler dans les services si on arrivait avec les soins palliatifs à changer de paradigme, que dit donc le professeur Leonetti, c'est-à-dire donner la mort et non pas de soigner. Donc la deuxième question que je voulais poser, ne pensez-vous pas que malgré les garde-fous, on va évoluer, si vous voulez, comme dans les Pays-Bas, à dériver, et c'est quand même quelque chose qui pourrait être très grave pour moi. Laurent Bourgois, oui, Laurent Bourgois, et puis ensuite vous répondrez, on passera aux autres questions. Non, oui. Vas-y, Laurent. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Alors, peut-être je vais faire une synthèse des interventions précédentes par rapport aux soins palliatifs, avec deux questions directes, Madame la Ministre, par rapport aux annonces que vous venez de faire. À quelle échéance pensez-vous que chaque département pourra disposer de lits de soins palliatifs et d'unités, et avec à quelle échéance précise, dans les années, pas me dire à moyen terme, et avec quel budget, parce que gouverner, c'est prévoir, et il faudra faire des choix budgétaires. Donc, quel financement vous trouverez? La deuxième question, c'est plus une question juridique, voire philosophique, par rapport au projet de loi. Bon, chacun votera en son âme et conscience. Je crois que par rapport, j'allais dire, des fois, des cas particuliers qu'on a pu connaître dans nos familles ou dans nos amis. Comment arriver, Madame la Ministre, à une loi qui ne peut être que générale, qu'elle soit juste et efficace pour résoudre chaque cas particulier? Très bien. Madame la Ministre, je vous laisse ensuite, on aura Alain Milon et Véronique Guillotin. Je vais me permettre tout d'abord de répondre tout de suite à Monsieur Chassaing. Je n'ai pas dit que la mort engagée à moyen terme. Le pronostic vital engagé à moyen terme, c'est bien là l'objet des travaux qu'on mène avec les soignants, c'est de définir le moyen terme. Je rappelle qu'en Oregon, le moyen terme, c'est 6 mois, et qu'ils sont en train de se poser la question sur quel est le moyen terme. Je vais répondre à la question sur le modèle duplicable. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à Madame la sénatrice Imbert. Pourquoi j'en avais déduit qu'il n'y avait pas de modèle duplicable? Pourquoi? D'abord parce qu'on n'a pas la même culture. Là, c'est un vrai sujet. Parce qu'en Suisse, il n'y a pas de loi. En Suisse, le principe, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Parce qu'en Italie, il n'y a pas de loi non plus. Ils sont partis sur le concept de la désobéissance civile. Donc ça fait déjà beaucoup de choses. Parce qu'en Belgique, notamment sur l'enjeu de la traçabilité, par exemple, du process, moi je tiens à ce qu'il y ait une traçabilité de A à Z. D'abord, ça nous permettra d'évaluer beaucoup plus facilement quand on se posera la question de l'évaluation, ce qui n'a pas été possible de faire sur la loi Claes-Leonetti. On n'est pas capable en France de dire combien de sédations profondes et continues ont été pratiquées. On ne sait pas. On ne peut pas. Il n'y a pas de traçabilité. Je pense que sur le plan éthique et sur le plan juridique, ça permet de sécuriser les professionnels, de savoir que tout a été bien... donc il n'y a pas de modèle duplicable pour beaucoup de raisons, parce que nos systèmes politiques ne sont pas les mêmes aussi. Voilà, donc ça fait beaucoup, parce que notre système de soins n'est pas le même, parce que l'antériorité des soins palliatifs n'est pas la même dans tous les pays. En Suisse, par exemple, les soins palliatifs sont arrivés après le suicide assisté. Voilà, donc ça fait beaucoup de raisons pour se dire que, par contre, dans chacun des pays, il y a quelque chose d'intéressant à prendre pour essayer de construire une loi qui fasse la synthèse de tout ça. Sur les soins palliatifs, il faut être très clair, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut avancer. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut avancer. Le constat que nous avons fait, et je l'ai dit dans mon propos liminaire tout à l'heure, c'est qu'au bout de ces plans quinquennaux, on n'a pas réussi à ce que la totalité des départements français soit couvert. Alors je vais le préciser, en unité de soins palliatifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des listes de soins palliatifs dans tous les départements. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que c'est important. Voilà. Et que pourquoi il n'y a pas d'unité de soins palliatifs? Parce que parfois, certains hôpitaux ont fait le choix, alors qu'ils avaient les moyens de le développer, de faire d'autres choix. C'est-à-dire que la problématique, c'est qu'en unité de soins palliatifs, pour certains hôpitaux, c'est que statistiquement, on y décède. Et donc, il fallait faire le choix d'investir pour accompagner vers
vers la mort et que certains ont préféré investir dans d'autres domaines plus curatifs parce qu'en France, on a la culture du curatif et que ne pas réussir à soigner, c'est vécu comme certains par un échec et que le palliatif est peut-être vécu comme un échec. Et donc, c'est l'enjeu, c'est de développer cette culture palliative, cette anticipation palliative. Et donc, pour ça, il faut former et il faut former dès les études de médecine, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Dans les études initiales de médecine, il n'y a pas de formation sur les soins palliatifs. L'enjeu majeur, c'est bien de former les médecins, de former les professionnels aussi infirmiers et les aides-soignantes pour développer cette culture palliative. L'enjeu de la formation, notamment dans les EHPAD, des infirmières et des aides-soignantes sur la culture palliative est pour moi majeur pour pouvoir maintenir les personnes âgées en accompagnement en soins palliatifs en EHPAD le plus longtemps possible. Donc, vous avez eu raison, Madame Cohen, de souligner qu'il nous faut avancer sur les deux pieds. Et j'allais même rajouter un troisième, c'est un peu compliqué, un tripode. C'est-à-dire que le nouveau droit, l'ouverture de l'active à mourir, les soins palliatifs, mais en même temps réfléchir sur les droits des patients, les enjeux autour des directives anticipées. Là aussi, nous n'avons pas su communiquer, faire savoir l'importance de rédiger ces directives anticipées. Seulement, de mémoire, 12% des personnes de plus de 50 ans ont rédigé leurs directives anticipées. Si je vous demande ici combien d'entre vous ont rédigé leurs directives anticipées, je pense qu'on va être très mauvais. Donc, je ne vais pas vous le demander. Mais je peux vous assurer que nous n'avons pas rédigé nos directives anticipées. Donc, c'est bien des choses sur lesquelles nous devons, là aussi, informer nos concitoyens sur ce que sont les soins palliatifs, sur l'importance de rédiger ces directives anticipées. Mais je le dis aussi, nous devons former mieux les professionnels et tous les professionnels. Et l'enjeu autour des soins palliatifs, c'est bien l'enjeu du développement à domicile, parce que certes, il nous faut des unités de soins palliatifs dans tous les départements. Et puisque vous m'avez demandé une date, nous essaierons de faire en sorte qu'à la fin 2024, les 20 départements français qui n'ont pas actuellement d'unités de soins palliatifs en aient une. Et puis, il y a un enjeu dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'enjeu des unités de soins palliatifs pédiatriques. En France, la prise en charge de la douleur chez les enfants et des soins palliatifs pédiatriques n'est pas du tout développée. Donc là aussi, nous allons réfléchir, même s'il y a des unités, des équipes régionales de soins palliatifs pédiatriques, nous allons essayer de développer, et heureusement, il en faut beaucoup moins que pour les adultes, parce qu'heureusement, pour les enfants, il y a moins de décès chez les enfants que chez les adultes. Nous allons essayer de développer un schéma avec, je ne sais pas si ce sera 4, 5 ou 6 unités de soins palliatifs pédiatriques, mais nous allons essayer de développer un schéma pour développer ces unités de soins palliatifs, pour prendre en charge les cas les plus complexes, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être pris en charge. Et donc ça, ce sera quelque chose de nouveau. Nous allons vraiment travailler sur la filière avec une gradation. L'unité de soins palliatifs pédiatriques, c'est des cas complexes. Le domicile, et travailler sur l'hospitalisation de jour en soins palliatifs. Ça nous permet d'anticiper la prise en charge à la fois de la douleur, mais aussi l'anticipation palliative. C'est quelque chose d'important dans la gradation de la prise en charge. Voilà, je crois avoir répondu à la majorité des questions. Et sur les soins palliatifs, et je vais revenir dans le schéma, je pense qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Nous avons réussi dans les débats à ne pas opposer les soins palliatifs et le développement nécessaire des soins palliatifs à l'ouverture de ce nouveau droit. Je le redis, l'un ne retire rien à l'autre. Et je pense que là aussi, où il faut avancer, et pour le coup, les visites nombreuses que j'ai faites partout, dans le schéma qui nous amènera à la décision, s'assurer que la proposition de passage en soins palliatifs ait été faite à une personne qui serait éligible et qui souhaiterait bénéficier de l'aide active à mourir me paraît nécessaire. Madame Milon. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour l'ensemble de ces explications. Moi, quand la loi Leonetti est arrivée, on a tous trouvé que c'était un grand progrès. Et puis, on a essayé de la mettre en application. Et quand la loi Claes-Leonetti est arrivée, on a tous dit la même chose. Elle arrive trop tôt, on n'a pas eu le temps de mettre en application l'ensemble de la loi Leonetti. Pourquoi faire ces propositions supplémentaires? Mais quand je regarde bien, le délai entre la loi Leonetti et la loi Claes-Leonetti est plus long que le délai entre la loi Claes-Leonetti et les propositions de loi faites sur l'aide active à mourir. Donc je me demande si, comme on constate qu'il n'y a pas eu une mise en application totale de la loi Claes-Leonetti, si on n'a pas laissé de délai suffisant pour la mettre en application totale.
Bon, ça, c'est juste une question que je me pose à moi-même. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Par contre, je me pose deux autres questions. Vous parlez d'aide active à mourir. Qui est actif et qui doit être actif dans l'aide à mourir? Et puis vous parlez d'un droit. Ce droit s'exerce par qui et il s'impose à qui? Véronique Guillotin. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi je pense que pas mal de choses ont été répondues. Il est évident qu'il ne faut pas opposer les soins palliatifs et l'aide active à mourir et l'avis du CCNE. Alors, il ouvre une voie, certes, mais il met quand même une chronologie. À la fin, il dit que l'aide active à mourir, à la limite, pourquoi pas, parce que même si les soins palliatifs étaient en tout point du territoire parfait, il y aurait toujours une petite niche pour laquelle l'aide active à mourir serait nécessaire. Pour autant, il instaure dans son avis une forme de chronologie en disant est-ce qu'il serait raisonnable en fait de mettre une aide active à mourir avant que les soins palliatifs soient suffisamment développés. Alors, vous dites qu'on avance sur nos deux jambes. Ils ont l'air plutôt de mettre une forme de chronologie, développer les soins palliatifs pour être sûrs. Moi, ce qui me dérangerait, par exemple, c'est que l'aide active à mourir soit une forme de forme imparfaite de soins palliatifs. Je pense qu'il est aujourd'hui important vraiment de pouvoir soigner et calmer les douleurs, et c'est encore pas partout possible. Le domicile, vous l'avez dit, les fins de vie à domicile peuvent être vécues d'une manière, encore aujourd'hui, sur certains territoires, de manière très difficile. Le retour à domicile, les gens veulent mourir à domicile, mais les 2 derniers jours, ils retournent très souvent à l'hôpital parce que, y compris pour l'entourage, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver effectivement des professionnels de santé et des professionnels de santé formés à l'accompagnement de soins palliatifs. Les infirmières, ça panique quelquefois et il y a le retour à l'hôpital dans des situations effectivement difficiles. Donc il y a un sujet de formation et peut-être la question cruciale, c'est le nombre de soignants, quoi. Comment, si vous avez je pense qu'il y a un plan, parce qu'il y a un plan décennal. Quel est financièrement, comment ça va se budgétiser et comment la formation des soignants va pouvoir être au rendez-vous pour pouvoir accompagner en fait cette fin de vie de soins pal. Donc c'est plutôt sur les soins palliatifs. On va rajouter Bernard Bonne qui a levé la main. Rajouter Bernard Bonne. C'est tout de suite, d'accord. Bon, très rapidement, alors j'essaye. Je voudrais d'abord savoir la différence entre l'aide active à mourir et le suicide assisté. Quelle différence on fait dans ces deux termes? Et puis 2 ou 3 questions. Quand vous parlez du moyen terme à 6 mois, le moyen terme à 6 mois, je ne sais pas, pour des médecins, c'est difficile de dire dans les 6 mois, vous allez mourir. Donc on ne peut jamais savoir ce moyen terme, ce qu'il serait exactement. On a parlé aussi de l'évaluation qui n'a pas été faite dans les soins palliatifs. Et tout à l'heure, Alain Millan le disait, on passe d'une loi à l'autre, à une 3e loi sans avoir du tout évalué ni la première ni la deuxième. Est-ce que c'est pas intéressant quand même de faire une évaluation claire de la loi, de la loi Claes-Leonetti, avant peut-être de mettre en place, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il n'y avait pas eu d'évaluation nette justement de l'application de cette loi Claes-Leonetti. Et puis une autre question, la directive anticipée. La directive anticipée, on parle de la directive anticipée, mais imaginons que nous tous, puisque vous le demandiez, on fasse une directive anticipée. On va tous dire, moi, si jamais je deviens Alzheimer, j'ai envie tout de suite qu'on me fasse un suicide assisté ou une aide active à mourir. Mais à partir de quel moment on le fait? Si on n'a plus de discernement, mais qu'on a mis en place une directive anticipée, à partir de quand? Moi, j'ai vu des personnes dans ma pratique ou dans ma famille, qui ont mis, c'est difficile à dire, mais plusieurs années avant de mourir. Est-ce qu'on les tue tout de suite, est-ce qu'on les assiste tout de suite, ou est-ce qu'on attend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans? Donc là aussi, ce sera difficile à définir. Et puis la dernière chose, vous avez dit tout à l'heure, en début d'audition, le président a décidé qu'il fallait mettre en place une loi pour l'aide active à mourir. Mais si le Parlement est contre, on ne va pas mettre cette loi en application.
je pense que le Parlement aura quand même la possibilité, même si le président a très envie que cette loi soit mise en place rapidement, je pense que le Parlement gardera quand même la maîtrise de l'acceptation ou pas de cette loi. Je l'espère en tout cas. Avant que vous répondiez, Madame la Ministre, je voulais vous poser deux questions. Ah bon, ok. Ok. Puis après, je donnerai mes réflexions et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, monsieur le sénateur, je pense que vous avez fait un raccourci de mes propos. J'ai dit que le président de la République a souhaité que nous travaillions à la construction d'un projet de loi. Je vous ai aussi dit que le débat devait avoir lieu et que peu importe, donc pas de raccourci et pas de propos. Le 3 avril, le président de la République a souhaité que nous travaillions à la construction d'un projet de loi qui sera présenté avant la fin de l'été. Voilà. Donc voilà. La loi Claes-Leonetti a été évaluée. Elle a été évaluée. Justement, nous avons souhaité ouvrir tous les champs. L'évaluation de la loi Claes-Leonetti, elle a eu lieu. Elle a été faite par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et le rapport fait par l'évaluation, par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale montre à quel point la loi Claes-Leonetti ne répond pas à toutes les situations, même avis que le CCNE. Directive anticipée et aide active à mourir, il ne faut pas lier les deux. Si Vincent Lambert avait rédigé ces directives anticipées, il n'y aurait pas eu d'affaire Vincent Lambert. Il n'y aurait pas eu d'affaire Vincent Lambert. Si Vincent Lambert avait rédigé ces directives anticipées, donc par contre, on peut. Bah oui, non, mais c'est juste, je me permets de répondre à votre question précisément. Il ne faut pas lier l'aide active à mourir et les directives anticipées. Par contre, puisque j'ai eu un échange assez intéressant avec Jean Leonetti à ce sujet, l'idée c'est de se dire aussi, est-ce qu'on a 20 ans, je pense qu'il est important d'expliquer qu'il est important de rédiger ces directives anticipées. On nous annonce une maladie incurable, on peut réfléchir à des directives accompagnées. C'est tout à fait autre chose et c'est un autre process. Et Jean Leonetti n'est pas fermé à ce que nous puissions réfléchir à ces deux types de directives qui sont totalement différentes. Et là, je réponds à votre question. L'aide active à mourir, c'est pas l'aide active à mourir, c'est euthanasie ou suicide assisté. C'est la définition générique. C'est pas la méthode choisie. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs. Les pays qui ont légiféré sur les deux, c'est le cas de la Belgique, mais 99%, c'est de l'euthanasie. Alors que la Belgique a légiféré sur les deux. Voilà. La définition du moyen terme, c'est bien le sujet. C'est bien la difficulté. Mais je vous rappelle que la loi Claes-Leonetti, c'est la sédation profonde et continue pour un pronostic vital engagé à très court terme. Là aussi, la question du très court terme, elle se pose. Elle se pose. Ah bah peut-être un peu moins, mais elle se pose quand même. Mais c'est pour ça, je vous dis que c'était intéressant d'aller voir dans les pays qui ont légiféré sur le pronostic vital engagé à moyen terme, où l'Oregon se pose des questions. Les médecins se posent des questions. Ils sont partis sur 6 mois et se posent des questions de savoir si c'est 9 mois ou 12 mois. Voilà, c'est des questions sur lesquelles pour allonger le voilà. Après, sur les soins palliatifs, je le redis, et c'est pour répondre à vous, Madame Guillotin, je le redis, moi je pense qu'il est important, et je ne vais pas préjuger des travaux qui seront les nôtres, de proposer dans l'accès, dans une personne qui serait éligible aux différents, de passer par les soins palliatifs. Je pense que c'est pour moi quelque chose de nécessaire. Je le redis parce qu'on peut aussi, pendant cette période-là, changer d'avis, ou pas. Mais je pense qu'il est important de pouvoir le proposer. Il est important de pouvoir le proposer. Donc la loi Claes-Leonetti, elle a bien été évaluée. Et Monsieur Milon, pour essayer de répondre à votre question, pourquoi s'engager maintenant dans ce process? D'abord, le CCNE a émis un avis. Je le dis, c'était important de se caler sur l'avis du CCNE. Que la société a évolué aussi pendant cette période. Elle a évolué plutôt assez rapidement. Et plutôt de façon... Elle a évolué assez rapidement avec un pourcentage assez constant de nos concitoyens qui souhaitent que la loi évolue. Ça ne veut pas dire que 75% de nos concitoyens souhaitent un jour pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir. Je ne suis pas sûre, parce que c'est une question de bien portant qu'on est en train de se poser. Je ne suis pas sûre qu'au moment... voilà. Donc, voilà, c'est important de se dire la question. L'idée, c'est de ne pas ouvrir... cette aide et ces dérives, comme on peut le voir au Canada. Enfin, je le redis, il y aura bien des critères d'éligibilité, mais c'est d'ouvrir ce nouveau droit dans certaines situations. Et je le redis,
de travailler sur les soins palliatifs. Et pour répondre à votre question, parce que ça sous-entendait la question sur les médecins, nous travaillons depuis le mois de septembre avec les médecins, avec un groupe de soignants, pas que des médecins. Nous avons aussi souhaité associer des infirmières, des aides-soignantes, des médecins qui sont favorables, des médecins qui ne sont pas favorables à l'évolution de la loi. Je pense que travailler avec les médecins sur ces réflexions, les parlementaires qui se sont engagés à nos côtés ont travaillé aussi avec les médecins. Et nous continuons. Nous avons réuni hier matin les soignants qui ont commencé à réfléchir et à émettre, j'allais dire, des positions, puisque maintenant on est dans la construction de la loi, nous donner des avis techniques. Je vais pas vous cacher que la clause de conscience spécifique est pour moi quelque chose, un postulat de base. Enfin, je ne vois pas comment c'est quelque chose d'important. Enfin, et je crois pas que grand monde s'oppose à ça. Je crois pas que grand monde s'oppose à ça. Ça me paraît, parce que de toute façon, j'allais dire, peu importe le modèle, la modalité choisie pour l'aide active à mourir, il y a bien une personne qui est capable de dire que le pronostic vital est engagé, c'est bien le médecin. C'est bien le médecin. Donc le médecin interviendra forcément au début du process. Si nous choisissons l'euthanasie, il arrivera jusqu'au bout. Si nous choisissons le suicide assisté, pas, mais il interviendra. Le seule personne capable de dire que le pronostic vital est engagé, c'est le médecin. C'est bien le médecin qui fait le diagnostic. Voilà. Je crois que j'ai répondu à peu près à tout. Précision. Ah bah sur la formation, la formation, c'est l'évidence. Enfin, c'est pour ça qu'on part sur une stratégie décennale. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut former les professionnels. J'ai rencontré les professionnels du secteur du médico-social pour savoir comment on peut former aussi les infirmières en EHPAD à l'enjeu, bien sûr, parce que c'est important aussi, je le redis, l'intervention du domicile, de pouvoir faire des équipes mobiles de soins palliatifs qui interviennent dans les EHPAD parce que les professionnels auront été formés et qu'il y aurait dans les EHPAD une infirmière, une aide à domicile en mesure d'accompagner les résidents jusqu'au bout dans leur domicile et pas se retrouver aux urgences. Voilà, donc c'est tout ça qu'on est en train de construire. Ça me semble important et nécessaire. Daniel Chassaing, un point de précision, très court. En Corrèze, on a des lits identifiés soins palliatifs. On n'a pas d'unité de soins palliatifs. Pourtant, ça marche très bien, et notamment en EHPAD et à domicile. Alors, il faudrait sûrement les renforcer, parce que des fois, comme vient de le dire Véronique, on est obligé d'hospitaliser les gens, mais dans la très grande majorité des gens, à domicile, et on n'a pas de soins palliatifs. C'est ce qui avait été dit, j'ai entendu ça à la radio par des personnes qui sont pour mourir pour l'aide active à mourir, qui n'y avait pas de soins palliatifs en Corrèze. Effectivement, il n'y en a pas d'unité de soins palliatifs, mais il y a bien des lits identifiés soins palliatifs dans les 3 hôpitaux, et on peut demander à l'équipe de venir en EHPAD et à domicile, ça fonctionne. Donc c'est ça qu'il faut renforcer. Madame Milon. Oui, merci. Moi, je m'interroge sur les maladies incurables. Hein, parce que de toute évidence, comme Daniel Chassaing, je suis un vieux médecin. Et quand on faisait nos études de médecine, le cancer était une maladie incurable. Elle ne l'est plus maintenant, ou pratiquement plus maintenant. Puis il y a d'autres maladies, en particulier les maladies de l'enfant, les cancers de l'enfant, qui étaient considérés comme des maladies complètement incurables et qui ne le sont plus maintenant parce qu'on a fait peut-être un peu d'acharnement thérapeutique, on a cherché des traitements nouveaux et on a trouvé des traitements efficaces. Donc, est-ce que le fait de diagnostiquer une maladie incurable et puis de dire dans ces conditions, vous avez le droit à aller jusqu'à choisir votre mort et être aidé pour mourir, on ne va pas empêcher la recherche de trouver des traitements efficaces par la suite? Corinne Imbert et Christine Bonfanti. Très court, parce que si on refait le truc en sens inverse, on n'est pas rendu, comme on dit chez nous. Mais le sujet est tellement passionnant. Je reviens sur la Convention citoyenne, Madame la Ministre. Il y a une partie de la Convention qui envisage l'euthanasie qui pourrait être demandée par la personne de confiance. Je ne parle pas des directives anticipées, mais il y a une personne de confiance
désignés. Et la Convention citoyenne dit, enfin, une partie, l'euthanasie pourrait être demandée par la personne de confiance. Ça veut dire que la mort pourrait être donnée à une personne qui ne la demande pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de la Convention, s'il vous plaît? Si, voilà. Je finis. Et moi après, voilà. Madame la ministre, il semble que Olivier Véran penche plutôt pour l'euthanasie, que vous soyez plus vers le suicide assisté, et que le ministre de la Santé a dit l'euthanasie, ce n'est pas un souhait. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir élaborer un projet de loi? On va forcément élaborer un projet de loi. Je le rappelle que c'est l'objet de la mission qui est la nôtre. Sur ce sujet-là, je le redis, sur un sujet qui touche à l'intime, chacun, et ici, je ne sais pas ce que pensent les uns et les autres, le président de la République nous a demandé d'établir un projet de loi. C'est ce vers quoi nous travaillons. Je le dis, moi, je ne vais pas préjuger des travaux qui seront les nôtres. Et est-ce qu'on va vers l'euthanasie, vers le suicide assisté? L'important, c'est qu'on arrive à rendre ce nouveau droit effectif. Mais vous me taquinez, mais je vous réponds de la même façon. Dans le gouvernement, je ne sais pas vous répondre qui pense quoi. C'est pas l'objet. C'est pas l'objet du débat. On a la mission de construire un projet de loi, et c'est ce vers quoi nous allons travailler. Pour répondre sur les enjeux de la recherche, heureusement, notre recherche a avancé. Et ce pourquoi nous évacuons les mineurs de la discussion, entre guillemets, et ce pourquoi nous allons vers les soins palliatifs pour les mineurs, c'est que il y a 10 ans, 80% des enfants atteints d'un cancer pédiatrique décédaient. Aujourd'hui, 80% guérissent. Donc la recherche a beaucoup avancé sur la prise en charge des cancers pédiatriques, et il faut s'en féliciter. Et donc il faut continuer à travailler sur les nouvelles maladies qui sont découvertes. Mais en attendant, je reviens sur le sujet de la maladie de Charcot, qui est, je la nomme volontairement parce que c'est celle qui nous est régulièrement. Il faut continuer la recherche, il faut l'accélérer, la recherche sur la maladie de Charcot. Et j'espère qu'on va réussir à trouver quelque chose qui nous permette de prendre en charge la maladie de Charcot. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous permette de prendre en charge la maladie de Charcot. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on n'avance pas dans la loi pour permettre, avec les critères d'éligibilité à ces personnes, si elles le souhaitent, pas leur demander de le faire, si elles le souhaitent. Je vois bien que c'est un choix. C'est un choix. C'est pas une obligation, c'est un choix. De pouvoir, à la place d'aller en Suisse ou en Belgique, parce que n'oublions pas que nous avons un certain nombre de concitoyens qui aujourd'hui vont en Belgique ou en Suisse. C'est ça la question. Certains de nos concitoyens vont en Belgique ou en Suisse. Voilà. Donc la question posée par vous, Madame la sénatrice Imbert, c'est l'enjeu des cérébrolésés, qui est une vraie question. La question du discernement, elle a été très clairement posée par le président de la République, très clairement posée par les membres de la Convention citoyenne. Reste la question des personnes cérébrolésées, pour laquelle j'ai pas de réponse là tout de suite de chic sur ce que nous ferons et ce que la loi proposera, mais c'est un vrai enjeu. Moi, ce que je voudrais dire en conclusion, en tout cas de mes réponses, c'est que la société évolue, mais la CEDH a rendu en octobre un avis assez différent des avis, et donc évolue aussi dans les avis qu'elle rend. La Cour modifie radicalement le fondement ontologique de la Convention, qui d'universel devient individuel. Voilà, je voulais juste dire ça. Moi, deux réflexions, 3. Voilà. La première, c'est que sur cette notion de maladie de Charcot, je vous le dis parce que ça nous a été dit en audition, un médecin, une société savante de soins palliatifs, trouvait qu'à chaque fois de remettre le nom de... On va faire quelque chose quand même pour les maladies de Charcot. Non, mais je le dis tel qu'on nous l'a dit. Certains patients atteints de maladie de Charcot ne le vivaient pas très bien. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, c'est pas forcément c'est une observation, ce n'est pas une question. La deuxième, c'est on dit souvent la loi Leonetti n'est pas suffisante. Moi, souvent, je le dis et je l'ai dit si souvent à cette commission, certes, néanmoins, le texte qui nous est préparé et sur lequel chacun s'exprimera en son âme et conscience, avec en effet la difficulté d'avoir des certitudes. Ce texte, à mon sens, est quelque chose de tout à fait différent de cette loi Claes-Leonetti, qui sont pour des gens qui vont mourir à très court terme,
et qui sont là sur des gens qui veulent mourir. Je pense qu'on est sur un autre principe que celui d'ouvrir un nouveau droit. À mon sens, c'est quand même un texte tout à fait différent. Et le troisième point, c'est, on cite beaucoup, et Comte Sponville l'avait dit quand on l'a auditionné. Oui, mais quand même, les gens très âgés. Oui, mais quand même, les gens qui ont un grand handicap. Oui, mais quand même, les gens qui ont une maladie très grave. Ben, ceux-là, quand même, peut-être on pourrait. Moi, je trouve que dans une société où on parle beaucoup des vulnérabilités, beaucoup des personnes en grande difficulté, en grande vulnérabilité, les mettre un peu dans ces catégories où on finit par leur dire peut-être, bah, quand même, tu as une solution qui pourrait quand même arranger bien des choses. Je trouve ça une forme, et je le dis comme je l'ai dit hier à la FEAP, une forme de décivilisation, pour reprendre le mot du président de la République. Alors, permettez-moi de vous répondre vraiment très franchement sur ce sujet. Est-ce que dans mes propos, à aucun des... Non mais je voulais, c'est pour l'esprit. C'est pour l'esprit. Je veux dire que notre rôle et notre pacte républicain doit nous amener à prendre en charge toutes les vulnérabilités. Et vous parlez de décivilisation. Moi, je dis à toutes ces personnes qui imaginent que si nous travaillons sur ce projet de loi, c'est pour permettre à ces personnes de demander ce droit. Moi, je le considère comme une outrance. Et je répondrai de façon, j'allais dire, à décivilisation, je répondrai outrance. Notre devoir, notre pacte républicain, qui repose sur les solidarités, c'est bien d'accompagner toutes les formes de vulnérabilité, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit les personnes âgées. D'où la nécessité d'avoir des critères d'éligibilité et d'accès qui soient, j'allais dire, pour le coup, très clairs et très précis dans la loi. Je le redis, moi, je ne me sens pas en mesure de porter un projet de loi comme celui-là. Et si tel était le cas, je ne le porterai pas. Je le dis vraiment très sincèrement. Et ça n'est pas la volonté ni du président de la République ni de la Première ministre de faire de notre société une société qui permettrait aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées de pouvoir... non, c'est pas notre société, c'est pas notre pacte républicain. Vraiment, je le redis vraiment très sincèrement. Sur la maladie de Charcot, il ne s'agit pas de stigmatiser ni une maladie. D'ailleurs, on le dit parce que c'est une maladie dont on parle beaucoup plus. Et c'est la maladie pour laquelle nous n'avons pas de réponse thérapeutique, pour laquelle nous avons le plus de sollicitations de la part de nos concitoyens sur comment peut-on faire, puisque la loi Claes-Leonetti ne répond pas à cette problématique-là, aux personnes qui le demandent. C'est ça la question qui nous est posée. Donc il ne s'agit pas de stigmatiser une maladie. Il faut continuer la recherche, comme l'a dit le sénateur Milon. Il faut vraiment que nous arrivions et que nous continuions la recherche pour trouver une réponse à cette maladie-là. D'ailleurs, je ne pense pas que la loi devra nommer la maladie de Charcot. Il faudra travailler sur le... Non, mais je le dis, on le dit dans nos... C'est souvent ce qui ressort. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut vraiment que... Mais c'est ce qui nous amène à réfléchir et à évoluer. C'est bien tous ces malades qui nous posent les questions. Et d'ailleurs, ce sont ceux qui s'expriment en ce moment le plus dans les médias. Ce sont les malades atteints de la maladie de Charcot. Certains disent, moi, je souhaite profiter de chaque jour pour continuer à vivre. Et d'autres disent, moi, j'ai déjà préparé mon départ en Suisse. Donc, on est bien sur la volonté exprimée par ces malades d'avoir le choix ou pas. Et face à la maladie, je crois que chacun ne sait pas comment il réagira. Là, on se pose des questions parce qu'on est bien portant. Voilà. Et ce que je tiens à dire aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais que c'est l'ouverture de ce débat, c'est aussi l'ouverture, enfin, c'est aussi le rapport à la mort qui nous est questionné. C'est un sujet sur lequel, c'est un sujet difficile, dont on parle peu. Et donc, on a très peu parlé de l'accompagnement du deuil, qui est pour moi aussi un enjeu majeur, sur lequel nous souhaitons aussi, dans le cadre de cette réflexion, pouvoir avancer, parce que c'est le troisième pilier. Tout à l'heure, je parlais de directives anticipées, mais je pense que l'accompagnement du deuil, c'est aussi quelque chose. Et la question qui nous pose aussi, sur laquelle il faut avancer, c'est retenir ce qui nous est arrivé pendant la crise sanitaire. Certains de nos concitoyens sont décédés tout seuls en EHPAD, à l'hôpital. Donc la réflexion sur un droit opposable
la création d'un droit opposable à la visite dans ces situations-là se pose. Voilà, donc c'est aussi tous ces sujets-là sur lesquels on va essayer de travailler. Mais vraiment, l'accompagnement du deuil, notre rapport à la mort sont très questionnés à travers l'ouverture de ce débat. Il faut en profiter parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de discuter de ces sujets qui sont notre parcours de vie. Hein. Un jour on est, un jour on meurt. Très bien, voilà, donc c'était une préfiguration de débat intéressant que nous aurons, je pense, à l'automne. Et merci, Madame la Ministre, de cet échange franc et clair.